On fait un amalgame entre les techniques de thérapie manuelle et le concept de thérapie orthopédique. La spécificité, une partie des gens se disent, quand on parle de spécificité, on parle de précision, de toucher, etc. Et ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Dans la TMO, il n'y a pas que des techniques passives, il y a aussi des exercices. On peut tout à fait faire une technique manuelle hands-on en posant la main sans que ce soit passif. Et inversement, l'ostéopathie que j'ai apprise, en tout cas, je ne l'applique pas aujourd'hui. Il y a deux extrêmes dans chacune des professions. On a des kinés qui ne s'occupent pas des gens, qui ne font pas de patient centré, qui font la même chose à tout le monde. Donc eux, je les mets à l'extérieur. En ostéopathie, on a des gens qui sont dans une culture traditionnaliste avec... j'ai écouté les ribosomes respirer avec ses mains. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est ça. Et moi, j'ai un moment qui a basculé, où dans ma vie d'ostéopathe a basculé. Je me souviens très très bien. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Loubière, kinésithérapeute et thérapeute manuel. Alors forcément, aujourd'hui, ça va parler de thérapie manuelle, de sa définition moderne, du bilan manuel, donc est-ce qu'on peut vraiment bilanter avec nos mains, mais également des thérapies alternatives comme la thérapie manuelle viscérale ou crânienne et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Et tu pourrais expliquer avec des mots simples, entre guillemets, ce concept de mouvement idéomoteur pour ceux et celles qui nous écoutent. Parce que je trouve que c'est un concept hyper intéressant et ça aide à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut sentir, pourquoi est-ce qu'on peut être convaincu de sentir quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait. Alors moi, comme je l'expliquerai, je ne suis pas un Ouais, neuroscientifique, mais en gros, à partir du moment où on se prédispose, où on s'impose l'idée de sentir quelque chose ou de voir quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le sentir. On a même notre système nerveux qui va produire ce qu'on appelle ces pareidoliers tactiles, c'est-à-dire ces illusions palpatoires qu'il se passe ce qu'on ressent. Je vais vous donner un exemple que vous allez pouvoir appliquer. Ça, c'est valable sur tout ce qui est sensoriel. Donc ça nous est tous déjà arrivé de voir un nuage et il a une forme de tête bizarre et tout d'un coup, paf, c'est Yoda de Star Wars. On se dit putain, c'est Yoda. Et une fois que tu l'as vu, tu peux plus ne plus le voir. C'est-à-dire, tu vois ce truc-là. Ça, c'est une pareidolie visuelle. On a des illusions auditives aussi qui existent dans certaines chansons qui parlent en anglais. Des fois, on entend un mot français. Une fois qu'on l'a entendu une fois, c'est mort. On n'entend plus que ça. Et en fait, on a la même chose au niveau palpatoire. Et si on te dit pendant des heures et des heures, il faut que tu sentes, tu vas voir que le crâne il bouge comme ça va te faire une espèce de vague à telle fréquence, et que tu es dans un groupe social d'étudiants où tout le monde qui le sent plus ou moins, et que tu es là et que toi tu es le seul à pas sentir, à un moment donné, quand tu commences à sentir le truc, tu dis putain, ça y est, ouf, c'est rassurant, mais faut bien comprendre que, en tout cas, moi c'est ma vision, hein. Peut-être que je me trompe allègrement, mais moi c'est ma vision. Finalement, tu t'es conditionné à faire un truc, et le problème qu'on a avec ces idéomotricités palpatoires, c'est qu'une fois que tu les as senties, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 200 fois, le système nerveux, il est plastique, hein. Déjà, il apprend. ouais. Et surtout, euh, quitter quelque chose dont tu as l'habitude, c'est extrêmement coûteux. Et plus tu attends, plus c'est coûteux. Et moi, ça m'a demandé des gros sacrifices d'abandonner ça. Parce que après, on se retrouve plus ou moins dans l'inconnu. On se dit, putain, Mhm. s'il n'y a rien, quel temps j'ai perdu. Et tu as ce côté un peu dissonance cognitive qui va te dire, mon Dieu, voilà, quel temps j'ai perdu. Mhm. Maintenant, parce que je vais sans doute me prendre des haters après ce podcast, Non. parce que ceux qui sentent tout ça, moi je remets pas en question le fait qu'on les sente, et même ça me dérange même pas que les gens les sentent, parce que la question c'est qu'est-ce qu'ils en font. S'ils produisent un traitement qui est en adéquation avec ce qu'ils ressentent et que tout le monde est content, le patient, etc., qu'il n'y a pas derrière de perte d'autonomie, de dépendance, moi ça me pose aucun souci. Ouais. Maintenant, un patient qui est migraineux, qui est obligé d'aller voir l'ostéo une fois toutes les 3 semaines depuis 25 ans pour pouvoir traiter sa migraine et que ça marche pas, parce qu'en fait ça fait 25 ans qu'il y va, mais que le patient est content parce que pendant 6 heures il a plus mal à la tête, là il y a un problème. Voilà, de Ouais. façon, peut-être que ça vaut le coup de voir un neurologue pour s'il y a pas un traitement médicamenteux qui serait plus adapté. Ouais. Donc, Mhm. je, j'ai, pff,
Je suis désolé, je digresse énormément. Non, Mais t'inquiète. c'est des sujets tellement intéressants. Je Bah sais oui, plus où c'est on est normal. parti. Non, t'inquiète. Mais Ah si, c'est. l'idiomoteur, ça y est. Ouais, non, mais franchement, je trouvais cette notion hyper intéressante parce que ça explique beaucoup de choses et ça explique aussi pourquoi est-ce que on peut se permettre de remettre en question le fait que les gens ne sentent pas toujours ce qu'ils pensent sentir et je pense que c'est Exactement. un point clé en fait. Comment Et tu sans, définirais ça, toi, l'idéomoteur, du coup? bah, je la définirais sûrement pas mieux que toi. Moi, personnellement, je pense que je l'aurais. En fait, je vais pas commencer à redire une définition parce que je pense que la tienne était très bien, mais c'est vraiment cette idée de, si je devais la résumer en une phrase, c'est à force de se convaincre que tu sens quelque chose, tu vas finir par le sentir, et quelle que soit la sensation que tu essaies de te convaincre. Et, euh, et que c'est d'autant plus modulé, et ça c'est comme tu l'as très bien dit, par l'effet de groupe. Si tu es tout seul à essayer de sentir un truc et que personne est derrière ton oreille en te disant tu vas sentir, tu vas sûrement te décourager, tu le sentiras jamais. Par contre, si tu es dans un effet de groupe avec une pression un peu presque sociale, où à droite, à gauche, ça commence à sentir des trucs un peu mystiques, et toi, tu es le seul à pas sentir, bah, en fait, tu vas limite, c'est limite un réflexe de survie. En fait, tu vas dire, bah, pour appartenir au groupe, il faut que je sente. Et je peux, franchement, moi, j'étais jaloux des gens qui sentaient, enfin, qui en tout cas, semblaient sentir énormément de choses. Moi, je me disais, mais je suis une merde, en fait, je sens rien. Ouais, Et tu vois, enfin, tellement. vraiment, et je me disais, mais est-ce que déjà je suis fait pour être. Est-ce que je suis dans le bon cursus, même en thérapie manuelle? Et pourtant, mes profs de thérapie manuelle orthopédique étaient vraiment pas dans une approche ostéopathique, on va dire un petit peu, qui part un peu dans tous les sens parfois. Vraiment, ils étaient en se disant, on se base sur la science, etc. Ils étaient quand même assez humbles, etc. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Mais il y avait quand même encore cette notion de sentir des trucs que moi, nada. Et donc, je finissais, mais frustré de fou parfois. Je Bien que comprends tellement. j'adorais mes profs, mais là, c'était compliqué. Je vais vous raconter une histoire, moi, le jour où, en ostéopathie, il y a une tradition, il est méthodiste, hein, style, donc lui, il dit, dans la tradition méthodiste, c'est, euh, en tant que religieux, dans ta vie, il y a un moment donné où tu vas savoir que ta destinée, elle s'est écrite. Tu vois, c'est un petit peu le Mhm. kéros qu'on appelle, le moment où la vie bascule. Et moi, j'ai un moment qui a basculé, où dans ma vie d'ostéopathe a basculé. Je me souviens très très bien. C'était un cours, c'était en dernière année d'ostéo. J'avais plus ou moins senti le crânien, on était tous dans une salle. C'était un calme incroyable. Et t'avais, bon, on était, je sais plus, 16 ou 17 binômes. Il y en avait un allongé qui disait rien, qui pionçait, en fait, c'était après manger, hein. Et l'autre personne qui était à la tête. Et il fallait sentir pendant 10 15 minutes les mouvements crâniens, il fallait se concentrer et tout. Et le Mhm. prof passait au milieu de la rangée, comme ça. Et je me souviens très bien de ce prof-là, qui était au demeurant hyper pointu en anat, Mhm. bioméca et tout, c'était vraiment une machine. Et il passe, il pose les mains sur le pied de mon patient, il me regarde et il me fait: t'es pas dedans, t'es pas dedans. Alors moi je fais: qu'est-ce qu'il me dit? Et là il me dit: et là, t'as senti là, t'as senti. Il me regarde comme ça. Et là dans ma tête, je me suis dit: il se fout de ma gueule. Et là ils m'ont perdu ce jour-là, cet instant précis où j'ai dit: putain, j'arrête. J'arrête le frais, il se fout vraiment de ma gueule. Et en fait il a été tellement loin qu'il m'a sauvé. Enfin, moi je dis qu'il m'a sauvé parce que je m'épanouissais pas là-dedans, comme tu disais. Et là j'ai dit: ok, gars, en fait, non, Ouais. là c'est trop, j'arrête. Et, On arrête les frais. et du coup, j'ai fini mon année. J'ai fini mon année, c'est là après que j'ai eu ce questionnement et tout. J'ai me dit: mais attends, c'est pas possible, j'ai senti, machin. Et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si je sens plus? Qu'est-ce qui se passe si je pense à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai vu Mhm. que j'arrivais à changer ce que je sentais. Donc déjà, je suis tombé dans un fossé de dépression, sans être en dépression, mais je me suis dit: putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et qu'est-ce que j'ai fait? Questionnement personnel, mais qui était très Mhm. bien, hein, au final, parce que ça m'a. Et ce moment-là précis, je me rappelle, et cette sensation de se dire: putain, là, je. Non. Mhm. Et c'est pour ça que je dis souvent: c'est une chance pour moi d'avoir connu ça, parce que ça m'a vraiment construit après. Bah, ouais, je pense qu'il vaut mieux le connaître. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des thérapeutes qui restent convaincus de choses parfois un peu mystiques. Alors, grand bien leur face, mais le problème, c'est toujours, comme tu dis, en fait, le problème, c'est pas toujours ce que tu apprends, mais c'est ce que tu en fais après avec le patient. Et j'aimerais bien qu'on discute d'ailleurs un petit peu de tout ce qui est un peu thérapie crânienne, viscérale, Mhm. etc. Encore une fois, aujourd'hui, c'est que des sujets un petit peu touchy, un peu un Mhm. peu à débat, mais je trouve ça hyper intéressant. Et évidemment, on essaye de quand même le faire avec bienveillance. Donc, pour ceux ou celles qui nous écoutent, ça fait un peu bateau de dire ça, mais on ne veut taper sur personne en tant que tel. C'est, je pense, juste simplement intéressant et pertinent de remettre en question les croyances qu'on peut avoir, surtout quand on a un double cursus comme Mathieu. Mais du coup,
voilà, la thérapie crânienne viscérale et d'autres, tu connais sûrement plus de dérives que moi vis-à-vis de l'ostéopathie, etc. Qu'est-ce que toi, tu en as fait? Est-ce que tu l'utilises encore, mais d'une autre façon? Est-ce que tu ne l'utilises plus? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Blablabla. Bla, 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 bla. Bref, dis-nous. Ça marche. Donc, la thérapie crânienne et la thérapie viscérale telle que je l'ai apprise, je pense qu'il faut vraiment séparer. Il y a une thérapie crânienne EBP. Ce que propose par exemple le Crafta avec Harry von Pickartz, qui est basé sur la réponse clinique, que je trouve extrêmement pertinente. Ton patient il vient avec une douleur de l'œil ou j'en sais rien, de mâchoire, et en fait tu vas venir appuyer sur des pièces osseuses de façon vraiment purement réponse clinique, c'est-à-dire que voilà, on sait grosso modo, en fait c'est les positions sont plus ou moins référencées, et en gros c'est très simple, t'appuies là, ton patient il a mal, qu'est-ce que t'en fais? Bah derrière tu peux peut-être proposer un traitement antinociceptif local, voilà. Moi ça, tu vois, ça me choque pas du tout, c'est pour ça pour dire qu'il y a une thérapie crânienne aussi qui me paraît complètement BP puisque centrée sur la clinique. Maintenant la thérapie crânienne qui s'appuie sur tout ce qui est les écrits de Stee, de Sutherland, derrière, de Mhm. Pledger, de Tricot en France, etc. Mhm. Pour moi, on est purement dans tout ce qui est ce qu'on a dit idéomoteur. Mais encore une fois, je répète, ça n'est pas grave parce que ça dépend le sens qu'on met dedans. Si on est à l'aise avec ça, de toute façon, on a des patients qui sont en recherche de ces soins-là. Et c'est très bien, et moi, ça me va très bien. Donc quand j'ai des gens qui je ressens, sont sur ces thérapeutiques-là, où ils sont dans une attente peut-être ou moins le kiné ou l'ostéo va rester 1 heure avec lui, centré sur lui, les mains sur sa tête, stimuler son système parasympathique, et il l'écoute. Il y en a pas beaucoup de kinés qui prennent ce temps-là avec les gens. Donc Mhm. moi je trouve ça très bien. Et mais par contre, c'est pas un truc que je vais faire. Donc je vais proposer aux patients, s'ils sont plutôt sensibles à ça, d'aller consulter des thérapeutes où je sais qu'ils le font. Parce que l'immense majorité de ces thérapeutes qui proposent ça, ils le font avec un objectif principal, c'est d'améliorer le patient et de le soulager de ses douleurs. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. Pour le viscéral, pareil, moi je fais de la thérapie viscérale, mais je fais ça de manière extrêmement simplifiée. C'est-à-dire que j'ai eu le cas hier, un cas typique, j'ai un patient qui vient me voir, envoyé par un collègue qui n'arrive pas, lombalgique. Il a fait 3 mois d'exercice type gainage, soulevé de terre et tout. Il a toujours un point dans le dos, un petit peu à hauteur gauche. Et ben moi je me dis, il a vu un kiné, le kiné a fait tout ce qu'il fallait faire, on va dire, ça va pas mieux. Mhm. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher autre chose. Ok. Et en cherchant autre chose, ben, je lui pose des questions. Je dis voilà, est-ce que vous avez des troubles au niveau du ventre et que ça? Il dit bah ouais, ça fait 6 mois que j'ai un peu mal à l'estomac et tout. Ça coïncide un peu avec sa douleur. Et je me dis ah, dans ma tête, il y a une lumière qui s'allume. On sait que les viscères, ça peut faire des douleurs référées. Et ben, je l'ai foutu sur le dos. J'ai palpé ses cadrans viscéraux. Et là, en appuyant sur le cadran de l'estomac, bah, c'est marrant, ça refait sa douleur dans le dos. Ok. Donc là, tu vois, je me dis, ok, il y a un truc en termes de diagnostic à faire. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en fais avec mes mains? Et ben là, c'est la grande inconnue, parce que j'ai fait beaucoup de viscéral, moi, plus jeune, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai simplifié au maximum, c'est-à-dire que en gros, je fais de la réponse clinique. Ça reproduit le symptôme. Pendant 5 minutes, je vais te masser le ventre et je regarde si ton symptôme il change sur les mouvements. Si ça change, eh ben, je me dis que il y a peut-être un truc qui se joue au niveau de l'estomac. Mais maintenant, chez ce patient-là, par exemple, je lui dis bah, j'aimerais bien que vous retourniez voir le médecin. Vous parlez de votre problème d'estomac, parce que ça se trouve, il a, je sais pas, une remontée acide ou Mhm. un petit ulcère peptique. Ça se trouve, c'est pas que ça, mais en tout cas, il y a peut-être un lien à faire. Et donc, les thérapies viscérales, moi, je trouve ça très intéressant dans ce cadre-là. Si on est corrélé aux symptômes, et si on reste sur des choses qui sont, on va dire, tangibles, tout ce qui est thérapie viscérale, où on essaie de sentir les organes bouger, on est sur la même Mhm. famille de techniques crânio-sacrées. Moi, c'est pas mon truc. Je vois pas forcément l'intérêt. Maintenant, fort est de constater que quand tu mets les mains sur le ventre ou sur la tête d'un patient, il y a des choses qui se mettent en place aussi au niveau hormonal, au niveau neurotransmetteur, et ça peut soulager beaucoup de patients. Donc, Mhm. c'est Ouais. pas parce que le concept théorique est fumeux que t'as pas de résultat. Ne serait-ce que Ouais. parce que tu as des effets de contexte. Après, moi, à titre personnel, je me refuse à le faire parce que je considère que j'ai des outils qui peuvent être plus pertinents. Mais Mhm. je suis pas du tout en train de dire que c'est de la mauvaise thérapie, loin s'en faut, hein. Ok. Parce que tu vois, c'est le truc où si on prend l'autre versant, on pourrait se dire, ben, ok, ta technique, enfin le modèle réflexif derrière est un peu bizarre de mettre ses mains et de penser que ça va bouger. Mais tant qu'on a des résultats, voilà, c'est ok. Mais parfois, l'idée, c'est de se dire, enfin moi en tout cas, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire aussi avec le patient que mettre juste ses mains et attendre que ça passe? Alors, dans le cas que tu as dit ici de thérapie viscérale où
le patient a fait 3 mois de renfo, en tout cas de renfo bien fait, etc., et que ça n'a pas trop aidé. Là, je trouve que c'est autre chose, mais je trouve que faire ça en première intention, par exemple, imagine chez un lombalgique, Bien je sûr, trouve oui. que c'est une erreur au vu des données actuelles de la science où on sait que déjà la lombalgie est multifactorielle, blablabla, Mhm. et que en fait, ça part aussi un peu dans tous les sens quand je parle de thérapie manuelle, je pense, ce podcast, mais c'est juste que, tu vois, tu mets tes mains sur un patient. Pour moi, les croyances du patient Mhm. viennent de nous avant tout, Bien sûr. et donc j'aurais l'impression quand même de contribuer pas mal à ces croyances. Ah, mais attends, il m'a mis les mains sur l'estomac, donc c'est à dire que mon problème de dos vient d'office de l'estomac, et donc il va dire ça à sa grande tante dès qu'elle a mal au dos. Ah, mais tu sais, ça vient de ton estomac. Enfin bref, j'ai l'impression que ça, malgré tout, ça peut contribuer à aller à l'encontre de ce qu'on essaye de Mhm. faire passer comme message aux gens, tu vois, à petite On pose- échelle. Tu poses une vraie question d'éthique. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, je pense à un bouquin qui est extraordinaire, Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur la thérapie Ouais. manuelle, Ah, je l'ai écrit par jamais mon lu, voisin mais Pinceau. Il est extraordinaire et il est dedans, bien. il soulève cette question d'éthique qui est très intéressante. Et moi, souvent, je discute avec les patients quand je leur dis qu'est-ce que vous attendez de moi et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire pour améliorer vos symptômes. Je la pose à tout le monde. Mhm. S'il me dit, bah, chez moi, ça marche bien quand on me pose les mains sur le crâne et qu'on me détend, à ce moment-là, se déclenche chez moi un débat éthique qui va être de dire est-ce que je lui donne ce qu'il veut. Et en fait, moi, souvent, ce que je lui dis, c'est ok, vous me demandez ça, c'est très éloigné de ce que je pense qu'il faudrait pour vous. Mais c'est vous le patient, et c'est vous qui décidez. Par contre, ce que vous me demandez, moi, je ne le pratique pas, donc je vais vous engager vers des professionnels qui le font. Moi, je pense que pour vous, il faudrait faire ça. Mais vous êtes un patient et vous avez la liberté absolue du soin. Et ça, c'est une Mhm. question d'éthique. Et donc, moi, je suis très clair avec le fait de me dire, euh, même en allant plus loin, peut-être ce patient-là, les effets vont être tellement puissants d'un point de vue contextuel que ça va l'aider. Et que de toute façon, comme tu dis, il est dans ses théories, donc bah, quoi que tu dis, ça va pas forcément le faire sortir. Et Ouais. après, on a aussi les cas des patients qui vont avoir utiliser ces techniques qui sont un peu effectivement parfois douteuses sur les résultats et qui vont venir te voir et qui vont te dire bah écoutez ça va pas mieux, faut me trouver une solution et c'est à ce moment-là qu'ils seront prêts justement à changer. Par contre moi Ouais. je vais pas fournir ce type de soins si c'est la question. Ouais. C'est-à-dire que moi il est hors de question que je fasse ça parce que euh, au niveau de ma déontologie je me sens pas proposer des techniques que je ne pense pas éprouver. Par Mhm. contre, je vais pas imposer un soin au patient, ça jamais. C'est-à-dire, je vais lui dire, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Vous venez me voir pour mon expertise, je prends mes responsabilités, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais par contre, des fois, j'ai pas toujours raison. Et surtout, en fait, c'est une décision collégiale. C'est vous décidez aussi. Donc, si vous attendez vraiment ça, une personne qui vient me voir et qui me dit, ouais, le médecin a noté qu'il me faut du massage, il me faut du massage. Je dis, bah écoutez, moi, déontologiquement, je me sens pas aligné sur mes valeurs. Pour moi, il faut pas ça. Chez vous, il faut, j'en sais rien, autre chose. Mhm. Maintenant, si vous voulez vraiment ce massage-là, je vous propose d'aller voir un autre thérapeute qui le fera très bien. Et ça peut fonctionner peut-être pour vous, parce que vous êtes en Mhm. attente de ça. Mais moi, je veux pas le faire. Et donc, on est sur cette histoire d'éthique. Et c'est comme ça que moi, je résous ce dilemme moral, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est pas évident, hein, je trouve, Ah parce non, que c'est pas évident. tu sais qu'à un moment, j'avais enlevé mon titre de thérapie manuelle, enfin de thérapeute manuel, parce que ça attirait des patients qui voulaient que de la thérapie manuelle. Hmm. Et moi, voilà, c'est un choix, mais je suis beaucoup plus, je suis même biaisé envers l'actif pas mal. Enfin, c'est l'essentiel de ma pratique. Et donc, en fait, il y a un moment, je recevais des patients qui m'appelaient uniquement parce que j'étais thérapeute manuel et ils ont raison, Ouais, c'est mis sur mon truc. ouais. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'en fais plus tellement. C'est pas que j'en fais plus, mais j'en fais plus, certainement pas comme je pensais en faire en commençant thérapie Mhm. manuelle, et certainement pas autant qu'il faudrait, je pense, pour être. Parce que j'estime qu'on peut quand même avoir même si on peut pas être spécifique ou machin, qu'il n'y a pas de technique magique, j'estime qu'on peut acquérir un certain degré de skills manuels, tu vois. Mhm. Et pour moi, quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle toute la journée sera beaucoup plus, on va dire, je sais pas, beaucoup plus doué que moi pour même manipuler un dos, etc. Qui, moi, je place un trust tous les X. Et donc, il y a ce truc où j'avais fini par enlever mon titre de thérapeute manuel juste parce que je considérais que je voulais pas que les gens aient des grosses attentes envers moi en faveur de la thérapie manuelle. Mhm. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire. Maintenant, je l'ai remis parce que j'ai changé entre-temps un petit peu d'avis aussi à ce niveau-là. J'en fais un petit peu plus, mais je dose ça un peu différemment. Mais voilà, tout ça pour dire, je pense que c'est là aussi où les ostéopathes, pour moi, ont un point fort, ou les thérapeutes manuels qui font beaucoup de thérapie manuelle,
ben c'est, je pense, cette aisance aussi dans la manualité qui se perd aussi, comme tu dis, je pense, avec les années, si on la pratique pas tout simplement. Enfin, je Mais pense que voilà. il faut aussi retenir que je crois qu'on ne voit pas les mêmes patients en fait. C'est-à-dire, je pense que ces approches-là, qui sont, on va pas se mentir, très passives, hein, elles peuvent être pertinentes sur le court terme si derrière elles s'associent à un discours. D'ailleurs, c'est ce que montre la littérature, hein. Maintenant, on voit les techniques thérapie manuelle dans beaucoup de recommandations. Elles sont parfois grade B, grade A, mais c'est sous couvert qu'elles soient associées derrière à un mouvement, à quelque chose, et associé aussi à un discours non nocebo. Donc, si mon collègue ostéo, il voit un patient qui a mal au dos, il le voit à J7, il lui dit, bah écoutez, on va mettre en place une technique pour relancer un peu l'activité de votre dos. Par contre, restez active, reprenez votre sport rapidement, et surtout, comprenez bien que là, on est en train de relancer votre activité musculaire. Je Mhm. remets rien en place. Et ben, moi, je vois pas comment on peut critiquer ça. En Ouais. fait, on a traité une nociception par un moyen. On peut traiter de la nociception aussi par l'exercice, mais moi, à titre personnel, là, j'ai mes propres biais. Très honnêtement, je trouve que la thérapie manuelle, c'est le meilleur outil antinociceptif qui existe pour amener mes patients au mouvement. Je pense à Mhm. l'épaule que je fais beaucoup ou les lombaires. Un patient à qui je demande un soulevé de terre qui a mal au dos quand il se penche, je le mets sur le ventre, je fais 3 minutes de PA, il se repenche, il a plus mal. Bah, il peut soulever Mhm. sa barre. Et en fait, moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut mettre en place les choses. Ouais. Maintenant, en termes de temps, peut-être que je me trompe et je vais en hérisser certains, mais je pense que ça prend un peu plus de temps, comme tu dis, de développer, alors pas un temps infini, mais un petit peu de temps quand même, de développer une certaine technicité gestuelle, hein. Mhm. On parle pas du ressenti, hein, on est bien d'accord, hein. Ouais. Bien sûr. Gestuelle, comment je me place, etc. Moi, pour être bien dans ce que je fais, versus euh, apprendre à prescrire des exercices, à les corriger, ça peut presque s'apprendre sur table. Bon, Mhm. je pense qu'il y en a qui vont me détester que je dise ça, mais Mhm. ça me Non, mais je vois paraît ce que tu veux dire. plus, tu vois, ça me paraît, enfin, il y a plus une intelligence, on va dire qu'il y a un savoir-faire qui est plus long à obtenir lorsqu'on apprend la gestuelle d'une technique passive, je Mhm. pense. Un savoir-faire, un savoir-être, alors que j'ai l'impression que quand on va travailler sur une exposition à la charge, sur un programme de réathlétisation, sur tel exercice pour tel patient, sur tel pattern, bah, c'est plus les yeux et le cerveau qui bossent, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Bah, mais je pense que dans les deux cas, que ce soit l'actif ou le passif, il faut le pratiquer. Et en fait, le pratiquer pour le passif, bah, c'est juste faire les techniques et oser les faire sur le patient pour que nos appuis soient quand même agréables et pas trop pointus. Enfin bref. Et l'actif, bah, pour moi, ça passe par le fait que le kiné doit pratiquer ou avoir pratiqué les exercices qu'il prescrit au patient. Tu vois, si tu donnes un squat à ton patient, mais que tu n'as jamais fait de squat et que quand tu le montes, c'est une catastrophe parce qu'en fait, tu finis par tomber en arrière parce que tu n'en as jamais fait, j'en sais rien, ben, ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est là aussi, Mm. je suis d'accord sur le fait que l'aspect manuel est pas, est peut-être un petit peu moins facile à avoir en main, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de technicité dans l'aspect actif qu'on peut acquérir. Mais après, chacun met le niveau d'exigence qu'il veut aussi, C'est tu ça. vois. Après, Effectivement, j'ai dit que j'avais des biais, hein. voilà. Donc, Donc, si, c'est clair qu'apprendre à faire un squat et apprendre à faire à faire un soulevé de terre avec une technique soi-disant entre guillemets correcte et comme il faut, ça prend pas 1000 ans. Enfin, sauf mm. si tu cherches à soulever 200 kilos. Mais par contre, je pense que il y a d'autres choses après que tu peux étendre, mais ça dépend. Voilà. Comme tu dis, ça dépend déjà de nos biais, à quel point tu veux pousser le truc. Et, Mhm. et puis voilà. Mais du coup, si on en revient un petit peu à cette thérapie manuelle, évidemment, Oui. euh, quelle place pour toi elle a dans les prises en charge ou quelle place, comment l'introduire aussi, c'est-à-dire à quel moment est-ce que tu te dis, OK, là, mon patient a besoin de thérapie manuelle ou pas? Est-ce que pour toi, là, je te pose plein de questions, va falloir se, Ouais. se démerder. Et aussi, est-ce que selon toi, certaines prises en charge peuvent se dérouler sans thérapie manuelle? Tu vois. Alors évidemment, hein, certaines prises en charge peuvent se dérouler. Moi, je vais vous dire comment je procède maintenant. Avec le temps, j'ai l'habitude de dire j'aime bien la thérapie humaine, mais je me soigne. Donc en fait, je vais essayer de voir systématiquement déjà si je peux avoir la réalisation d'un exercice, on va dire, je cherche le terme. L'exercice médical, c'est pas adapté, mais en gros, un exercice qui peut traiter et soit la douleur, soit le trouble fonctionnel qui apparaît. Mhm. Habituellement, lorsque je vois qu'il y a
une nociception, une épine irritative ou un truc très... je vais me poser la question, est-ce que je peux pas essayer de voir si en utilisant une technique de thérapie manuelle, je peux pas améliorer la situation ou aider à sortir. Mais en général, lorsque je mets en place une technique de thérapie manuelle, je vais l'utiliser sur un temps assez court, quelques minutes, et toujours au service du mouvement suivant. C'est-à-dire que j'ai toujours l'habitude de dire que la thérapie manuelle, pour moi, c'est un des meilleurs exhausteurs pour le mouvement. C'est un tremplin à l'actif. Mhm. Donc je vais utiliser que dans ce cadre-là, moi, à titre personnel. Je mets sous le côté toutes les problématiques vraiment purement articulaires où bah, là on a besoin d'avoir, je pense à l'épaule gelée, à la vraie capsule raide, où Mhm. bah, les temps passifs de posture, tout ça peuvent être pertinents en étant dans notre cadre. Mais la plupart des patients, ma thérapie manuelle, moi, c'est pour les amener à bouger en fait, plus rapidement et plus facilement. Mhm. Du coup, il y a pas mal de fois où j'en fais pas, clairement. Il y a des séances où j'en fais beaucoup, parce qu'il y a aussi une adéquation avec les attentes du patient. Et j'ai pas honte de le dire, il y a des fois où j'en fais beaucoup parce que je suis fatigué. Vous savez, on a tous notre Madeleine de Proust quand on est crevé, en fait, le truc qu'on va faire facilement. Alors il y en Ouais. a, ça va être le massage, d'autres ça va être poser des électrodes, d'autres ça va être de faire des squats aux patients. Bah Mhm. moi, en fait, ma fatigue, c'est DPA. Donc je me dis, c'est un moindre mal, je fais bouger la colonne, je vais avoir quelques sécrétions hormonales, je vais essayer de faire bouger, appuyer là où c'est raide et ça fait mal. Et donc c'est un peu mon mode automatique. Maintenant, là, dans l'idéal, ce que j'aimerais bien faire avec les patients, c'est tester leur mouvement, tester en actif si j'arrive pas à passer, à le faire, et puis bah, utiliser peut-être de la nociception pour aller lever un peu la punaise qui l'empêche de bouger, quoi. C'est un peu ça mon idée. Et, Mhm. euh, et surtout, derrière, on parle beaucoup de techniques, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la prise en charge avec le discours associé, l'éducation, Mhm. etc., etc. Même si c'est Ouais. pas le thème du podcast. Oui, c'est ça, et tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que forcément, on a fait le choix de se focus Mhm. aujourd'hui sur cet aspect manuel, mais il est clair qu'il y a toute la sphère biopsychosociale. Enfin, alors, on va pas refaire le discours qu'on entend déjà beaucoup, mais qui est quand même très très important. Mais évidemment, et je pense même que il y a des patients qui peuvent aller mieux rien qu'en parlant avec eux. Et c'est ça Bien qui sûr. est incroyable. D'ailleurs, c'est Peter O'Sullivan qui faisait ça pas mal Mhm. en En vidéo conférence, ouais. YouTube. Ouais, Il y a même des en conférence. conférences de 1 heure, 2 heures où ils discutent juste avec des sujets lombalgiques Mhm. et ils les amènent à faire du mouvement, etc. Enfin, et juste avec sans les toucher. Et en fait, rien que ça, avec certains, mais il faut bien se rendre compte que je pense que Mhm. c'est un sous-groupe de patients. Je pense que Bien tous les sûr. patients Oui, et puis peuvent c'est pas. avec lui ce qui est particulier, excuse-moi, je te coupe, mais il y a Ouais, aussi le côté quand tu montes sur une scène et que tu as 3000 personnes qui te c'est regardent, vrai. c'est vachement plus facile d'améliorer le patient. Mais c'est C'est pas pour vrai. du coup dénigrer ce qu'il veut dire, mais je rebondis Mhm. sur ce que tu dis. Faut pas oublier qu'à la fin, si notre patient va mieux, qu'on fasse que de l'actif du passif les deux, au final, on ne sait pas toujours pourquoi il va mieux. Ouais. Hein, ça, c'est pas forcément. Moi, je suis très prudent avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille mieux après et que je mette du sens. Mhm. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs raisonnements qui sont possibles et je pense qu'un patient lambda, il peut être traité avec différentes approches. Maintenant, la question toujours qu'il faut se poser en tant que thérapeute, c'est pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me motive à le faire? Qu'est-ce que j'en attends? Et surtout à la fin, rester humble, parce que je pense vraiment qu'assez souvent, ça ne marche pas pour ce qu'on pense. Des fois, c'est Mhm. surtout notre relationnel qui va fonctionner chez ce patient-là. Ouais. Des fois, c'est peut-être, tu as fait un exercice, mais en faisant l'exercice, tu as mobilisé, je sais pas, un étage ou un truc qui allait dans le bon sens pour lui faire changer sa nociception. Enfin, Mhm. je crois qu'il faut rester assez humble sur c'est parce que j'ai fait ça que le patient va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis totalement d'accord. Et ce que je trouve assez déprimant un peu aussi, tu vois, Oui, je mais trouve ça qu'il y a une permet, partie un ouais, peu ouais. déprimante. Tu vois, Mais tu ça, dis, bon, on se tue à essayer de mettre des choses en place et en fait, l'effet de nos interventions semble au final de plus en plus central. Donc ça part d'effets tellement globaux et en fait, c'est comment tu l'amènes. Et je rebondis sur ce que tu dis aussi par rapport à l'actif. Parce qu'ici, on a tapé un peu parfois sur la thérapie manuelle, et pourtant j'ai un gros biais envers l'actif parce que forcément ouais, j'en fais beaucoup. Mais c'est clair que quand on va faire du renforcement, et même après avoir bilanté tous les déficits qu'on veut de musculaire, endurance, etc. des patients, ben en fait, on n'en sait rien si ces déficits-là étaient là avant ou pas. Et donc, et déjà, ça c'est une première chose, on ne sait pas s'ils étaient là avant ou pas. Et aussi, on n'en sait rien fin, de l'importance de devoir améliorer ou de corriger ces déficits pour que le patient aille mieux. Généralement, le patient va mieux avant qu'on ait rétabli une quelconque force musculaire. Et il faut bien se rendre compte aussi que même quand on renforce le patient, imaginons on fait 3 mois, voilà, renfort, renfort, renfort,
très peu de patients continuent leur prise en charge après. Enfin, en autonomie, j'entends. Une fois qu'ils vont mieux, généralement, ils disent bon, ça va. J'en connais très peu qui continuent à aller faire leurs 80% de rep max à la salle, même quand ils vont beaucoup mieux. Mais pourtant, ils vont mieux de façon durable et leur force va rediminuer un petit peu parce qu'ils vont plus restimuler à la même intensité qu'on faisait en séance. Et donc, en fait, faut se rendre compte qu'en fait, on met juste des outils à disposition du patient et même le renforcement qui est quand même vu comme le Graal aujourd'hui, même ça, je pense que on peut Mais pas être certain. c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis ouais, ça peut être aussi déprimant. Et en fait, moi, je suis hyper à l'aise avec ça et que je me dise que je suis bien peu de choses et que je suis juste un petit. Moi, je me considère vraiment être juste un petit plot de circulation sur la vie du patient. Et si Mm. déjà j'ai ce rôle de plot de la circulation et que je l'ai pu l'aider un petit peu, c'est cool. Mais moi, je suis très, très, très à l'aise avec le fait de me dire que je suis très peu de choses par rapport à lui. Je suis hyper à l'aise avec les échecs et avec les réussites. C'est-à-dire que quand le patient me dit ouais, vous m'avez sauvé la vie, monsieur Loubière, je sais très bien que je ne vais pas sauver la vie et que c'est pas moi. C'est Mm. beaucoup, et souvent d'ailleurs je leur dis, mais c'est vous qui avez mis en place vos stratégies de traitement, hein. Moi j'ai Mm. juste été là pour vous guider. Et donc plutôt que d'être déprimé, moi ça m'enlève une pression de me Ouais. dire que finalement, comme j'ai. Je dirais pas que c'est que cosmétique ce que je fais, mais mon Mm. impact, il est. On a vu pendant le Covid que nos patients, sans nous, ils survivaient, hein. Je sais pas comment c'était. Ouais. Ouais. C'était, je sais même pas. D'ailleurs, je dis la Belgique. Ça se trouve, tu travailles pas en Belgique. Je sais pas si. Si, 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 si. Ah, je sais pas quand c'était en Belgique, mais en fait, chez nous, comme on était cloîtrés, et ben en fait, ça m'a aussi fait un titre en me disant, mais putain, moi, je suis pas indispensable pour la vie des gens. Je suis là Mm. pour les aider, et tant mieux. En tout cas, moi, dans ma spécialité, hein. Attention, Ouais. je parle pas de ceux qui bossent en réa et tout. Euh, donc du coup, moi, ça m'a permis de prendre aussi du recul en me disant, bah, je fais de mon mieux. Ça me fait baisser la pression. Évidemment, des fois j'aide beaucoup, des fois j'aide quasiment pas, des fois c'est sans moi. Mais vous avez quand même cette notion d'être le petit facilitateur. Et c'est un appel à l'humilité finalement, je pense. Ouais. Et c'est plutôt, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Moi Mhm. ça me détend assez. Je me mets beaucoup Ouais. plus la pression quand je donne un cours, parce que là je me dis les gens ils payent pour me voir, il faut que je Ouais. sois au top du top. Et Ouais. là c'est beaucoup plus dur pour moi. Avec les Mhm. patients, je me mets une pression moindre. Je fais de mon mieux et puis à partir de là, Mhm. Inch'Allah. Je pense que c'est c'est déjà une belle façon d'aller vers la fin de ce podcast avec ce genre de discours, parce que c'est vrai que ouais, c'est très juste ce que tu dis. Mais je pense que l'idée de vouloir être le sauveur, etc., c'est aussi véhiculé parfois par les réseaux, tu vois. Et pourtant, on est Ah beaucoup oui. sur les réseaux. Mhm. Mais enfin, parce que pendant que tu parlais, j'essayais de réfléchir d'où ça vient, en fait, le fait qu'on puisse se dire, oh, je suis déprimé enfin, pas déprimé, mais en tout cas, ça fout un coup. Mais c'est vrai que sur les réseaux, ben, on voit beaucoup, on voit pas beaucoup d'échecs, on voit beaucoup de réussites, même avec des thérapeutes qu'on peut suivre, etc., qui montrent des raisonnements cliniques hyper poussés en story, des machins, qui est très bien, mais du coup, qui parfois on se dit, mais waouh, en fait, moi, je réfléchis pas comme ça, je suis pas aussi compétent que ça. Ouais. Mhm. Enfin, bref, je pense que pour ça, les réseaux, il faut vraiment s'en méfier. Et T'as il faut se raison. dire que toutes les personnes qu'on suit, eh ben, en fait, font autant d'erreurs que nous, si pas plus. Bien sûr. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que j'ai parfois des personnes qui viennent me trouver en privé, en me comme si j'allais pouvoir régler leur situation, enfin des collègues, donc des kinés, hein. Ah oui, mais machin, toi, je sais que tu sais faire ça, hein. Et je leur dis, mais en fait, je suis pas plus compétent que quiconque ici, tu vois. Et en fait, cette idée d'être suivi même par les réseaux, ça donne une impression aux gens que tu es parfois plus compétent, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, ça, j'aime bien le rappeler, parce Je que suis c'est, d'accord avec voilà. toi. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'avec les réseaux, il y a eu, il y a plein d'effets bénéfiques au réseau, l'information, mais il y a un glissement double. Il y a un glissement de la compétence. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne est compétente parce qu'elle est suivie, Ouais. ce qui peut poser un réel problème parce que, bah, moi, j'ai rien contre les influenceurs maintenant, maintenant que Maintenant que t'en es un. j'ai un pseudo-statut, on va dire. J'ai été vachement critique hyper longtemps sur Instagram, notamment. J'utilisais pas, mais maintenant Mhm. j'y vois un intérêt, ne serait-ce que j'ai pas honte de le dire d'un point de vue commercial, parce que la plupart des gens qui sont Bien sur sûr. Insta, ils ont derrière des objectifs de vente et il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, moi je suis très à l'aise avec ça. Ouais. Euh,
Maintenant, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent à mes collègues aussi, quand ils suivent certaines personnes qui publient des stories, des trucs sur des patients, des cas impossibles, et tu te dis des fois, moi je pense qu'il y a des fois des cas qui sont inventés, et il y a pas de souci, hein, si ça permet d'illustrer le truc. Et Ouais. comme tu dis, bah, on a l'impression qu'on est nul parce qu'ils n'arrêtent pas de voir des gens et tout, mais je crois que c'est, en fait, je voulais qu'on en parle aussi ça, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie en fait, c'est c'est une pièce de théâtre. Tu vois, et Mhm. je trouve que quand il y a ce glissement qui se fait entre cette pièce de théâtre, on a l'impression que c'est la vraie vie, ben, on ne peut que se sentir nul, pas bon, etc. Et que j'ai pas vu ci, que j'ai pas vu ça. Mais en même temps, nous, en tant que créateurs de contenu, quand on veut publier quelque chose, si on veut capter l'attention des gens, parce que sinon on ne publierait pas, Ouais. on veut faire un truc qui est un peu bankable. Et c'est pour ça qu'on va prendre des cas extrêmes ou en dehors de la courbe de Gauss Ouais. ou machin. Et c'est pour ça, par exemple, moi, sur certaines de mes vidéos, j'essaie de prendre un ton un peu humoristique. Je me mets très souvent en échec, c'est-à-dire je tombe, voilà. C'est un peu aussi mon mode de communication parce que je me sentais pas à l'aise de faire autrement. Parce Mhm. que voilà, les vertus de l'échec. Faut lire un bouquin de Charles Pepin, Les Vertus de l'échec, qui est très intéressant, qui dit que Mhm. finalement, je pense qu'on se construit en tant qu'être humain beaucoup plus sur nos échecs que sur nos réussites, à titre personnel. Parce que Ouais. c'est l'échec qui va te faire te remettre en question, et si tu arrives à le surmonter, toujours pareil. Ouais, mais surtout dans des métiers comme la kiné, Hmm. ou des métiers, enfin, où je pense qu'on rencontre l'échec régulièrement avec nos patients. Pas des gros échecs, hein, faut pas s'imaginer que c'est dramatique à chaque fois, mais voilà, on a cru que c'était un diagnostic et en fait c'est un petit peu autre chose. On a mis en place un exercice qui a fait flamber le patient. Hmm. On a fait une technique manuelle, ouais, elle était un peu trop ambitieuse et en fait, ouais, ça a un peu aggravé les symptômes. Mais bon, après 24 heures ça passe, mais sur le coup, on se sent un petit peu démuni. Enfin, Hmm. donc voilà, ça c'est un petit message pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Personne n'est nul, on est tous compétents. En tout cas, tous ceux qui essayent de l'être le sont. Je dis pas qu'il n'y a Oui, pas c'est ça. de Charlot ou quoi, mais euh, et puis voilà. Mais j'aimerais bien, vu que je vois quand même l'heure qui passe, finir un petit peu ce podcast par un cas clinique. Justement, on Oui. parlait de cas clinique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au final, quand je pose cette question, ça pousse à prendre un cas clinique un peu qui sort de la norme. Donc voilà. Mais on va dire pas spécialement un cas hors norme, mais en tout cas, si tu avais un cas clinique qui t'a vraiment marqué depuis tes débuts. Voilà, ça peut être par son histoire, une leçon de vie ou un moment où même un diagnostic un peu inattendu. Voilà, une leçon que tu en as tirée. Quel cas clinique serait-ce? Oula, c'était pas facile à dire. Ouais. Je vais prendre bah, forcément un cas clinique Bien sûr. qui est un petit peu extrême, mais en même temps, c'est souvent là-dessus qu'on se fait. C'est un cas clinique, justement, un échec. Moi, je me suis énormément construit sur mes échecs thérapeutiques. J'en ai eu beaucoup, hein. Euh, Évidemment, j'en ai encore beaucoup, hein. Je commence toujours mes cours en disant je soigne pas tout le monde, je n'y arrive pas et je me trompe souvent. Mhm. Euh, En fait, je me souviens d'une patiente ça fait presque 10-15 ans maintenant, moi je fais beaucoup d'épaules. Et donc, en tant que spécialiste de l'épaule, je suis censé être sensibilisé sur tout ce qui est red flag, etc. Et c'est une patiente qui m'a envoyé par un collègue, et alors je vous le dis parce que je me suis fait piéger, on s'est tous fait piéger par cette Mhm. patiente. Elle m'a envoyé sur une douleur d'épaule. Au niveau de l'anamnèse, si vous voulez, elle est sur l'autoroute, cette dame, elle prend son ticket de péage. Et elle a une douleur fulgurante dans l'épaule, terrible, avec une impotence fonctionnelle maximale derrière. Et donc ce collègue la voit une, deux fois, il me dit écoute Mathieu, je comprends rien. Je te Mhm. l'envoie. Je la reçois, la dame elle arrive en pleurs, les yeux bouffis, douleur impossible du bras, examen complémentaire, échographie, radio, rien, tout va bien. Et elle te dit qu'elle a mal à 12 sur 10 et que tu peux rien faire. Donc j'essaie des manips, de trucs et tout, je lui redonne 5 degrés de mouvement. Je dis putain, mais je comprends pas. Elle repart, elle revient 2 jours après, 3 jours après, et pareil, rien. Donc j'appelle le médecin, je dis écoutez, là on a un souci, en fait, la clinique elle est vraiment spéciale, on comprend pas trop, faudrait une imagerie supplémentaire ou quelque chose quoi. Et là le médecin me dit au téléphone, ouais, mais c'est une patiente qui est dépressive, ça fait 1 an que sa mère est à l'hôpital pour cancer, elle est pas dans son assiette, vous savez, il y a des patients qui sont un peu psy, ils commencent à me sortir ça. Donc là, moi Mhm. je me dis, c'est chaud quand même. Donc Ouais. la patiente, je lui dis, écoutez, là, je dis au médecin, nous, on peut pas bosser. Donc il faut trouver Mhm. un truc. Et donc il lui fait passer une IRM. Et je revois la patiente arriver 2, 3 semaines après, complètement presque métamorphosée. Elle s'assoit comme ça et elle me dit bah, je viens vous régler, monsieur Loubière. Je dis pourquoi? Elle me dit bah, parce qu'en fait, on sait ce que j'ai. Du coup, j'aime bien payer mes dettes avant de partir. Et là, je vois le truc arriver, je fais non. Et elle me dit bah voilà, c'est
En fait, on a trouvé mon problème. J'avais une métastase sur la coiffe qui a pété au moment où j'ai pris le truc. Et je sais pas si vous connaissez un syndrome de Pancoast-Tobias. Et là, je fais putain, je le connaissais ce syndrome. Donc, pour tout le monde, Ah, c'est une tumeur du dôme pleural qui avait mis des métastases partout sur l'épaule. Le problème de ce Pancoast, il y a des diagnostics très. Normalement, il faut penser à regarder des trucs. Donc, il faut penser à regarder des irradiations dans le membre sup. mhm, Donc, la patiente, elle a des douleurs sur le petit doigt, normalement. Et on a un syndrome de Claude Bernard Horner. Donc, un myosis, un mhm. problème au niveau de la pupille, un ptosis, etc. Et en fait, cette patiente, elle avait tous les symptômes, mais Ok. on est tous passés à côté. Premièrement, parce que elle pleurait, elle avait les yeux, mais comme ça, gonflés, machin. Elle avait perdu du poids depuis un an, mais le médecin a mis ça sur le compte de la dépression. Et elle avait des irradiations dans le petit doigt, mais personne, moi compris, avons pensé à lui demander les douleurs ailleurs sur le body chart. Donc en fait, on s'est tous viandés. On l'aurait pas sauvé, mais là, ouais, j'ai ce regret-là. Et là, je me suis dit, ok, depuis ce jour, ça m'a appris plein de trucs. Déjà, sur tout ce qui est body chart et diagramme de douleur, je questionne sur toutes les parties du corps, quoi qu'il arrive. Mhm, Deux, le Pentecostobia, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais plus le rater. mhm. Et, trois, se méfier des imageries, parce que l'échographe qui lui avait passé un examen, il avait raté la rupture massive de coiffe, qui est Ok. apparue à l'IRM. Donc en fait, je dis souvent, il y a des gens qui gagnent l'auto, qui arrivent à tout aligner et qui ont un coup de bol, et il y a des gens qui sont diamétralement opposés, c'est-à-dire qui passent dans toutes les failles possibles et qui Ouais, se retrouvent chez toi. Donc là, le son que ça m'a appris ce jour-là, c'est ces trois trucs-là, la ouais. vertu de l'échec, le diagramme, etc. Donc la fin est malheureuse, évidemment, mais Mhm. quand je parle de mes étudiants, je parle toujours des échecs et des décès et tout. En fait, on n'est pas formé à l'école sur les échecs, pas assez. Ouais. L'échec, c'est normal, et justement, il faut se construire autour de ça et s'appuyer dessus. Ok. Voilà Wow. une expérience professionnelle qui m'a beaucoup marqué. Il y en avait Ah, mais d'autres, mais celle-ci je particulièrement. comprends, finesse. Mais au moins, voilà, t'as quand même su référer, etc. C'est pas comme si Ah, tu tout étais le monde aurait obstiné. référé, tout le monde aurait Ouais. référé, parce que, bah non, très honnêtement, ce que je dis souvent à mes jeunes aussi, c'est quand il y a une exclusion cognée comme ça, vous pouvez pas la rater dans le sens où, bah, on peut rien Mhm. faire. Il a 12 sur 10, elle pleure, Ouais. le patient, tu vas lui dire, bah écoutez, je suis désolé, retournez voir le médecin, quoi. Ouais, Pouah, punaise. Non, mais c'est bien et je pense que ça peut sensibiliser euh, aussi à cette maladie Mm. à côté de laquelle il vaut mieux pas passer. Mais c'est pas mal le fait, tu vois, le fait qu'elle ait pleuré, etc. C'est vrai que ça, en fait, ce genre de choses peut cacher des Bien signes sûr. cliniques et ça, c'est intéressant. Enfin, Et le pire, c'est que j'y ai même pas pensé, tu vois. C'est ça qu'aujourd'hui je me ouais, dis. Je n'y ai ouais, pas pensé parce que bah, j'étais dans le creux de dire, j'étais parti sur autre chose, quoi. Donc, ouais, penser qu'on n'est pas infaillible, c'est aussi important. ouais, c'est ça. Punaise. Ok. Ben, écoute, c'est une bonne façon de finir ce podcast, je pense. Ok. Euh, et, euh, et Merci à puis, toi beaucoup pour de m'avoir invité dans ce podcast. ben, avec grand plaisir, merci à toi d'être passé. Je pense qu'on aurait pu encore discuter 1 heure, 2 heures de thérapie Ouais, manuelle. au bout d'un moment donné, les gens vont en avoir marre de nous entendre, je Ouais, pense. voilà, c'est ça. Donc je me dis, c'est bien de s'arrêter là. Et puis, ben, qui sait si jamais on se refera un épisode ou quoi pour étayer encore d'autres sujets autour de la TMO ou autre chose. Mais donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé ici. C'était vraiment Merci cool de pour ton écoute t'avoir. et tes questions, Augustin. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller suivre Mathieu sur les réseaux. Sur Insta, on peut te retrouver, c'est Mathieu Mathieu Loubière, hein, c'est ça? Louberkiné. Ouais, Mathieu Ok. Louberkiné, facile. Comme ça, vous pouvez aller le suivre et suivre ses aventures et ses chutes dans les réels. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Passe une très très belle journée Oui, toi aussi, merci et à très Augustin, bientôt. merci à tous. Salut, ciao, ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent.
Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc. La moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.